Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Télé Hémicycle, la chaîne parlementaire. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Visite du président de l'Assemblée nationale sur le site de construction du nouveau siège du Parlement. Objectif de cette descente, faire l'état des lieux et rappeler à l'entreprise en charge des travaux le souhait de la 9e législature. Examen de la proposition de loi visant à soutenir les femmes atteintes d'endométriose. Les parlementaires français ont commencé l'étude du dossier jeudi dernier. Une proposition du parti Le Rassemblement national qui ne fait pas l'unanimité. En page magazine, nous irons sur les traces de ces établissements qui offrent des services Internet payants, les cybercafés qui sont en voie de disparition. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Comme je l'évoquais en titre, le président de l'Assemblée nationale est à nouveau descendu sur le site de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale ce mercredi 18 octobre 2023, accompagné entre autres du premier questeur du Parlement, Louis Gbéounou Vlavonou, est allé faire un état des lieux et rappeler à l'entreprise en charge des travaux le souhait de la 9e législature d'intégrer les locaux avant la fin du mandat. Saturne Diosso pour le compte rendu. Une nouvelle descente du président de l'Assemblée nationale sur ce chantier de construction du nouveau siège de l'institution dont la finition lui tient à cœur. Une visite guidée a permis à Louis Gbéounou Vlavonou et sa délégation de faire un état des lieux au-delà de ce que les chantiers donnent à voir de loin. Chaque compartiment a été visité au plus près, question à l'appui pour se rassurer de la qualité des travaux en cours. Une séance de travail qui a desservi cette visite a permis d'avoir une idée plus globale du niveau du chantier. Pour ce que nous venons de visiter, nous avons un bâtiment principal que vous avez vu, comportant les bureaux des responsables parlementaires. Nous avons des bâtiments satellitaires. Les travaux de grosses œuvres sont finis à presque 100%, 98%. Et nous sommes à un taux d'exécution physique de 70% aujourd'hui, de taux d'exécution financier d'environ 69%. Les grosses œuvres presque achevées, place au reste des travaux. La délégation veut être rassurée sur le délai de livraison du chantier. Nous, notre préoccupation, c'est d'avoir le bâtiment et de pouvoir l'intégrer au niveau de l'Assemblée. C'est notre principale préoccupation. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est par rapport à la seconde phase. Quelles sont les difficultés qui pourraient vraiment rallonger le délai de livraison des grosses œuvres? Est-ce que cela est de nature vraiment à encore créer d'autres problèmes dans le ralentissement, puisqu'il est dit que incessamment on devait passer à la phase suivante qui est celle de la finition, des travaux de finition. Tout cela mis ensemble m'amène à m'interroger sur la possibilité pour l'actuelle mandature d'intégrer le bâtiment avant la fin de ce mandat-là. Des préoccupations que partage le président de l'Assemblée nationale pour qui il n'est pas question que la 9e législature n'intègre pas les lieux. C'est un défi pour le chef de l'État, c'est un défi pour l'Assemblée nationale qu'avant la fin de la législature et de la mandature du chef de l'État, quels que soient les retards, on doit pouvoir inaugurer ce bâtiment-là sous le règne de Talon et sous le règne de Vlavonou. Le souhait pour nous, c'est d'intégrer ça en avril, tout au moins l'hémicycle finisse, que l'hémicycle soit fonctionnel avec les matériels acoustiques et tout ce qu'il faut, que nous puissions
intégrer cela avec la télé et tout ce qu'il faut, la régie, tout ce qu'il faut qu'on puisse intégrer ça en avril 2025. Puisque par extraordinaire, on n'intègre pas ça en avril 2025, alors là, il faudrait qu'on puisse l'intégrer tout au moins en octobre. À ces mots, le maître d'ouvrage délégué répond. En référence à vos dates, vous rendre cet ouvrage fonctionnel avant la fin de la 9e législature. C'est un défi personnel pour nous, c'est un défi national pour nous. La représentation nationale prend date. Le compte à rebours pour la livraison du chantier continue donc. Autre volet de l'actualité, mesdames et messieurs, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale mardi dernier, Loïc Béounou-Vlavonou a échangé avec les membres du comité d'organisation du carnaval de Ouida. Au menu des échanges, le point des préparatifs du carnaval. Voici le compte rendu. C'est l'honorable Diego Messon qui conduit la délégation de Ouida au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit du comité d'organisation du carnaval de Ouida. Et grâce à la facilitation de Diego Messon, les échanges avec le président de l'Assemblée nationale ont été pour les visiteurs une occasion de faire le point des préparatifs du carnaval. Le carnaval international de Ouida aura lieu du 28 au 31 décembre. Nous sommes venus lui porter l'information, recueillir de lui de sages conseils et de recommandations pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions. Nous lui avons demandé d'intervenir auprès des institutions de l'État pour que l'État assure toutes les missions et toutes nos doléances, tout ce que nous avons demandé pour que le carnaval international de Ouida, cette première édition, soit une réussite et qui s'inscrit dans la dynamique des grands rendez-vous internationaux pour le Bénin et pour la ville de Ouida. Plusieurs fois contraints de reporter à cause de la Covid-19, les organisateurs ont fait preuve de ténacité, une qualité appréciée par Diego Messon et surtout par le président de l'Assemblée nationale. Il nous a bien accueillis, il nous a donné de sages conseils, il nous a félicité pour l'endurance parce que ça fait 2 ans que l'événement devrait avoir lieu, mais le Covid aidant, nous n'avons pas pu. Et il a vu que notre jeune équipe dynamique a du cœur à l'œuvre, et ce qui devrait être le cas pour toute la jeunesse béninoise. Il nous a beaucoup remercié. Il a promis d'être notre porte-parole auprès des honorables députés de l'Assemblée nationale. Dynamique que nous portons au projet et son ancrage communautaire qui doit être un carnaval identitaire qui va ressembler au peuple béninois parce que c'est le vécu, le chanter, le danser de tout le patrimoine du Bénin que nous voudrions mettre dans la rue pendant ce carnaval. Les membres du comité d'organisation ressortent de l'audience galvanisée par les conseils et recommandations du président Loïc Béounou-Vlavonou. Totalement satisfait, on est très content de venir rencontrer le président ce matin et tout ce qu'il a dit nous a particulièrement touchés. Il a une forte maîtrise de grands projets du pays et il sait faire fortement les liens entre 1 et 2. Et il est très préoccupé par tout ce qui se passe de point de vue artistique, culturel pour le pays et il nous encourage à tenir bien cette édition et les éditions à venir parce que c'est important pour nous d'inscrire le projet dans la répétition. Les grands carnavals qu'on connaît au monde n'ont pas eu leur notoriété dès la première édition, c'est au fil des éditions. Donc si nous nous organisons bien, nous pouvons aussi créer un carnaval qui tout doucement sera connu comme les grands carnavals, comme le carnaval de Rio, comme le carnaval de Nice, etc. Il est possible et nous y croyons fort. Le carnaval international de Ouida, ambitieux projet culturel qui va rassembler du monde du 28 au 31 décembre 2023, avec sans doute la présence de Diego Messon et de ses collègues députés. Au Maroc, les parlementaires ont repris le chemin de l'Assemblée nationale. La rentrée parlementaire qui a consacré la reprise des plénières dans les 2 chambres du royaume a été effectuée vendredi dernier. C'était en présence du roi Mohamed VI. Le point des enjeux de cette session budgétaire avec Latifou Boni. La rentrée parlementaire intervient dans un contexte assez particulier. Ici comme ailleurs, les sessions des derniers trimestres sont consacrées au traditionnel chantier budgétaire, un examen de projet de loi de finances 2024 par les parlementaires des 2 chambres qui sera bien particulier. Car en plus des exigences de la reconstruction qu'impose la catastrophe récente, le pays est frappé aussi par les effets d'un contexte régional tendu.
Les choix de politique budgétaire conséquents du pays vont dominer les débats dans cette session. Si le Royaume a déjà mis en place un plan de soutien de la reconstruction après le tremblement de terre, la loi de finances permettra d'avoir plus de détails sur les mesures et dispositions prévues par le gouvernement tout au long de l'année prochaine. La nouvelle session parlementaire est également l'occasion de poursuivre le débat sur des réformes stratégiques du Royaume dans un monde en plein bouleversement et une région secouée par la guerre Hamas-Israël. La cérémonie de la rentrée parlementaire vendredi aura été marquée par la présence et le discours du roi Mohamed VI qui a donné des éléments, des grandes orientations, des indices d'attente de l'État vis-à-vis des locataires des deux chambres du Parlement du Royaume chérifien. L'Assemblée nationale française a commencé jeudi dernier l'examen de la proposition de loi visant à soutenir les femmes atteintes d'endométriose. La proposition du parti, le Rassemblement national, qui vise à inscrire cette maladie sur la liste des affections longue durée. Une proposition que plusieurs partis politiques qualifient d'outil de communication qu'instrument de protection des femmes. Stéphanie Dekbe-Mandora les a suivis de loin. Séance plénière au Palais Bourbon ce jeudi 12 octobre 2023. Au menu, l'examen de la proposition de loi visant à soutenir les femmes souffrant d'endométriose. Le Rassemblement national, à travers cette proposition, souhaite que les porteuses de cette maladie gynécologique bénéficient du statut appelé affection longue durée. Ainsi, celles qui travaillent pourraient être reconnues comme travailleuses handicapées. L'article 1 vise à créer une affection de longue durée exonérante spécifique aux femmes atteintes d'endométriose afin de prendre précisément en compte les spécificités de cette maladie. L'article 2, quant à lui, vise à permettre aux femmes diagnostiquées qui le souhaitent d'être reconnues en qualité de travailleurs handicapés. Ainsi, cet article donne la possibilité d'aménager les horaires de travail et le poste de travail par la mise en place, quand cela est possible, du télétravail. Il s'agit d'un vecteur d'égalité et de visibilisation des femmes dans le monde professionnel. Pour moi, il ne faut jamais oublier que la santé des femmes est avant tout un droit des femmes. Même dans la santé, il y a évidemment des biais de genre. Oui, je pense que la recherche serait allée beaucoup plus vite si 2,5 millions de nos concitoyens masculins étaient touchés par des douleurs aussi violentes. Oui, l'endométriose est une vraie maladie. Cela reste encore une forme d'angle mort et nous devrons trouver les moyens de donner à toutes ces femmes cette reconnaissance. Elles en ont besoin. Ce n'est pas un sujet accessoire. Je ne nie pas que de nombreux chantiers doivent être approfondis, mais je veux vous dire que vous pouvez compter sur l'engagement du ministère de la Santé. Une proposition que plusieurs partis politiques trouvent opportuniste et qui ne correspond pas aux besoins des personnes concernées. Le Rassemblement national a osé, dans l'article 1, nier la singularité de cette maladie. Il voudrait standardiser là où il faut personnaliser. Vous comprendrez que nous voterons contre cette loi qui, malheureusement, utilise cette pathologie à des fins politiques. Nous ne sommes pas surpris de découvrir ici une proposition de loi qui n'est ni fait ni à faire, qui ne correspond ni aux besoins des femmes, ni aux attentes des associations. C'est un mépris. Et les principales associations de patientes souhaitent aujourd'hui que le diagnostic soit facilité. Elles auraient dû vous le dire si vous les aviez écoutées. Que le parcours de soins soit adapté. Elles auraient pu vous le dire si vous aviez écouté. Et que les acteurs de santé soient mieux formés et que la maladie soit mieux connue. Face à ce texte totalement hors sujet, malheureusement, vous l'aurez compris, le groupe Horizon, qui est en général un groupe constructif, ne votera pas ces dispositions telles qu'elles le sont. Copie absolument zéro. Cela contribue, il est vrai, à la reconnaissance de la maladie, mais c'est tout simplement et uniquement un décret, celui que nous réclamons depuis maintenant 2 ans, celui que plus de 4 millions de femmes attendent depuis plus longtemps encore, qui permettra une vraie prise en charge. Après le rejet des 2 premiers articles par la plénière, Emmanuel Taché, rapporteur de cette loi, l'a retiré de la niche de son groupe. Selon lui, le texte a été vidé de sa substance. Il n'est donc pas allé au bout de son examen. Merci, monsieur le rapporteur. Que renseignent les journaux ce jeudi 19 octobre 2023? Latifou Bouni pour les détails.
Bonjour et bienvenue à la revue de presse. Construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin, Luc Benrouvlavonou exige le respect des délais. C'est ce qu'on peut lire ce matin à la page 2 du journal L'événement précis. Le journal qui note que cette exigence faite aux entreprises en charge des travaux est intervenue hier mercredi à l'occasion d'une visite sur le chantier. Événement précis qui détaille tout de même que les travaux évoluent. Le président du Parlement, qui était entre autres accompagné du premier questeur Labiou Amadou Djibril, du secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale Mario Ogoutolou, le directeur adjoint du cabinet Moukaram Badarou, le commandant militaire Charles Sounouvou a bien pu voir des avancées. Avancées certes palpables, mais toujours cette incertitude de voir les entreprises en charge tenues dans les délais. Incertitude qui a plané d'ailleurs sur la séance de synthèse de la visite tenue à la salle de conférence de l'entreprise la China State Construction Engineering Corporation, fait remarquer événement précis. Le quotidien retient de cette séance que selon les chiffres de la cellule suivi-évaluation de la Société immobilière et d'aménagement urbain SIMAO, maître d'ouvrage délégué du projet, le chantier est à un taux d'exécution physique global de 70%. Dans les colonnes de décryptage info, on a d'autres détails de cette visite de chantier et de la séance synthèse qui s'en est suivie. Ce journal, à sa page 4, rapporte les propos du président suite aux chiffres détaillés du niveau d'avancement du chantier du siège de l'Assemblée nationale. J'avoue qu'entre ma première visite et aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris de l'évolution des travaux, a dit le premier responsable du Parlement béninois. Décryptage info qui affirme qu'en exigeant le respect des délais de livraison du chantier, le président veut permettre aux députés de la 9e législature d'intégrer le bâtiment en avril 2025 et au pire des cas en octobre de la même année. Et le quotidien a entendu Luc Benrouvlavonou faire le parallèle entre l'ancien chantier en démolition à l'entrée de Porto-Novo et ce nouveau siège dont les travaux évoluent. Et pour lui, tenir dans les délais de livraison est un défi pour le chef de l'État et c'est un défi pour le président de l'Assemblée nationale qu'avant la fin de la présente législature et du mandat du chef de l'État, les parlementaires puissent intégrer ce bâtiment. Une insistance sur les délais suivis des assurances de Alain Alé Dohou qui représentait le directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain. Société qui, par la voix de son représentant, a garanti à la délégation parlementaire que toutes les diligences seront faites. La revue de presse, à demain vendredi. Trouver un cybercafé en milieu urbain aujourd'hui relève véritablement d'un parcours de combattant. Ces établissements où jadis l'on pouvait se rendre pour surfer sur Internet sont devenus rarissimes. La disparition progressive des cybercafés, une situation qui semble s'expliquer par le développement technologique avec la forte disponibilité des téléphones intelligents. Suivez ce magazine proposé par la rédaction de Télé Hémicycle. Des boutiques qui permettent, dans un passé récent, de se connecter à Internet. Les cybercafés disparaissent peu à peu ou n'existent presque plus. La généralisation de l'ordinateur à domicile et la démocratisation de la connexion Wi-Fi sont à l'origine de ce déclin. En ville, les cybercafés ne s'adressent plus aux étudiants ou aux jeunes comme à leur début. Je ne vais plus à la bibliothèque ou dans les cybercafés pour faire mes recherches parce que puisque avec le téléphone, juste tu mets le forfait dedans, c'est rapide, tu vas sur Google, tu n'as plus besoin de te déplacer pour quoi que ce soit. Donc je préfère le téléphone portable à la bibliothèque ou au cybercafé. D'abord parce que les cybercafés sont distants de la maison. En plus de ça, on peut nous donner des devoirs pour ramener le lendemain. Il se fait déjà tard, tu ne peux plus sortir. Alors qu'avec le téléphone portable, à n'importe quelle heure de la nuit, tu peux faire tes recherches et apporter ça à l'école le lendemain. Déjà, c'est plus simple avec le téléphone, déjà ce qui est à disposition de tout le monde. Des fois, dans les cybercafés, autrefois, vous pouvez arriver, il y aura problème de connexion, soit il y aura saturation. Non seulement ça, vous ne pouvez pas faire vos recherches privées. Bon, il y a des trucs personnels qu'on cherche sur les appareils. Et avec le téléphone, c'est vraiment plus simple. Outre ces raisons évoquées, qui justifient la régression des cybercafés, d'autres mobiles sont encore à prendre en considération, témoigne ce spécialiste en électronique.
Si on se rend dans les autres cybercafés, soit la connexion n'est pas rapide, parce qu'il y a le problème, le paramètre rapidité. Ouais, rapidité qui, aujourd'hui, on ne peut pas lancer un téléchargement et rester 3 heures, 2 heures, téléchargement de 1 giga, hein. Rester 3 2 heures sur ça, on a autre chose à faire. Donc, ça, le service n'est pas de qualité. Ouais, donc, tu pars, bon, c'est le débit faible, pour se connecter même au WhatsApp, c'est difficile. Même il y a un ordinateur, donc. Il y a ça, il y a aussi peut-être ceux qui les gèrent ne sont pas des connaisseurs du domaine et ils ne sont pas au fait des technologies ou bien ils ne veulent pas renouveler le matériel qu'ils ont. Oui, il y a aussi ça. Et ça fait qu'ils ne vont pas être de clients, c'est normal. On ne peut pas continuer dans l'autre système. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut les choses soient plus rapides pour gagner le temps. Dans cet environnement difficile d'offres de services Internet, quelques établissements essaient de résister à la tempête née du développement du numérique. Les cybercafés ont toujours leur place. Bon, si nous prenons par exemple les téléphonies mobiles, les offres de connexion qu'ils donnent, bon, par exemple, moi j'ai expérimenté, et à moi ils ont vendu les pockets. Et tu prends une pocket, tu as un mois de forfait illimité qu'ils disent. Hein. Maintenant, quand tu consommes les gigas principales, moi, je peux consommer ça en 2 semaines ou 1 semaine. Le reste du temps, c'est vraiment décourageant. Tu ne peux même plus lancer un téléchargement et avoir ça à temps. Donc, ça fait que, c'est vrai, il faut se retourner vers les cybercafés, utiliser la fibre optique. Donc, tu viens ici, tu télécharges rapidement ce que tu as à faire et tu peux rentrer. Donc, ça fait que même si on a la connexion mobile, c'est juste pour les WhatsApp, les réseaux sociaux. Et toi, tu as des téléchargements importants à faire. Bon, je me rends au cyber. Aujourd'hui, les cyber ont presque disparu. Dans certaines villes, ici à Porto-Novo par exemple, on peut marcher longtemps avant de trouver une enseigne ornée d'une arrobase. Ainsi va l'actualité ce jeudi sur Télé Hémicycle, la chaîne parlementaire. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe de rédaction, Boni Latifou, Stéphanie Depemadoa. Un merci également à l'équipe de réalisation Ulrich Aléonou, Andrick Lokosi, Charlie Tomavo, Kevin Ben Achaoui. Au revoir et à bientôt.